Et je vous propose, maintenant, je vais demander à nos deux experts, alors c'est toujours un titre qui est lourd à porter, je vais demander à Pierre Hadane et à Nicolas Louvet de me rejoindre et de s'asseoir dans ces confortables fauteuils. Mettez-vous plutôt par ici. Le régisseur m'a dit, pour des questions de cadrage d'image, c'était mieux que vous soyez de ce côté-là. Voilà, donc on a présenté un petit peu des réalités de notre territoire. Il nous semblait intéressant aujourd'hui de bénéficier de votre regard, de votre expérience, des études que vous avez pu conduire avec deux entrées. Je vais d'abord passer la parole en premier lieu à Pierre Hadane. Je dirais, pour aborder la double question environnementale de notre mobilité, de notre société mobile, mais derrière aussi un peu la dimension sociale qui est intimement liée, parce que le rapport aux questions d'impact environnementaux, d'empreinte écologique qu'évoquait Gilles Demailly dans son propos introductif, ne vient pas interroger la société de la même façon, suivant les individus et leur situation sociale spécifique. Donc, un bon quart d'heure pour évoquer ces questions. Oui, avec Merci. plaisir. Bonjour. Peut-être vous présenter. Oui, donc Pierre Hadane, je suis ancien président de l'ADEME, j'ai été directeur adjoint de cabinet du ministère de l'Environnement. Je suis très activement les négociations internationales sur le climat et par ailleurs, je sévis avec vélocité sur l'élaboration de plans climat-énergie territoriaux sur un grand nombre de territoires et notamment j'ai travaillé sur le plan climat-énergie du département de la Somme. Donc, premier point, l'entrée environnement. Alors, cette entrée environnement, elle se fait en plusieurs vagues et il faut la mettre dans une situation historique. Le premier sujet qui a été bien sûr abordé, c'est la question de l'impact sanitaire des voitures et donc derrière surtout des carburants avec une bataille qui se mène en deux temps. Le premier temps, donc la suppression du plomb dans l'essence, des hydrocarbures brûlés, du monoxyde de carbone, et donc c'est une solution assez simple. On met un filtrage à l'extérieur d'un moteur, donc c'est le problème de l'échappement du pot catalytique. C'est pas compliqué à faire, bon, c'est un petit surcoût et on y arrive avec efficacité. Cette bataille-là a été gagnée pour l'essentiel dans les années 70 et les années 80 et les gens du secteur automobile ont été très très soulagés de gagner cette bataille-là. Une fois qu'ils ont eu gagné cette bataille-là, s'en est posée une qui est plus compliquée, qui est celle des oxydes d'azote, parce que là, on ne peut pas piéger ça à la sortie du pot catalytique, ça demande de changer les moteurs, ça a été plus compliqué. Et puis la question des poussières, et notamment des poussières issues de l'utilisation du diesel. Et cette bataille-là a été beaucoup plus difficile à engager. Ça n'est que dans les décennies récentes qu'on y est arrivé, et notamment avec la découverte par Peugeot du filtre à particules sur le diesel, bon, sachant qu'il reste aussi quand même des problèmes de particules fines et pas seulement les grosses particules, et qu'on a des problèmes, des analyses de mortalité sur ces questions de particules qui sont quand même tout à fait considérables. Et cette bataille de la pollution de l'air n'est pas totalement gagnée, mais on a quand même globalement par rapport aux années 60 une division par 50 des émissions par véhicule. Donc on a fait d'énormes progrès, mais il y a des choses résistantes et notamment ces questions des particules fines. Et donc une fois qu'on a eu ces batailles-là, le secteur des constructeurs automobiles s'est dit ouf, on est passé entre les gouttes, on a résolu le problème, on est maintenant tranquille avec ces affaires d'environnement. Et ils se sont, je dirais, à l'excès endormis sur leur laurier. Pour être attrapés assez vite par la patrouille, par un problème, qui est le problème du changement climatique et des émissions de gaz carbonique.
Alors là, on passe, si vous voulez, de la petite musique de chambre au grand orchestre symphonique. Hein. On est sur un problème qui ne se compte pas en kilos mais en tonnes. Et on ne peut pas calculer ça et reprendre ça au pot d'échappement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une voiture, mais c'est un tas de tôle. Alors, Monsieur de Mailly rêvait encore de la 2 chevaux de Bourville avec les bonnes sœurs en cornette. Enfin, vous connaissez le sketch du film. Les voitures prennent 30 kilos par an d'embonpoint. Elle pesait 600 à 700 kilos dans les années 70. Maintenant, c'est 1 tonne 100, 1 tonne 3. Donc on a une forte augmentation. Une voiture qui va faire 200 000 km de bons et loyaux services pendant sa vie, avec 7 litres au 100, va consommer 14 tonnes de pétrole. Hein, la voiture pèse 1 tonne 3, mais elle consomme 14 tonnes de pétrole. Et elle va émettre en CO2 pendant sa vie 44 tonnes. Si vous voulez visualiser ce que c'est que 44 tonnes, c'est le volume de l'Arc de Triomphe. Donc chaque bagnole produit en CO2 pendant sa vie le volume de l'Arc de Triomphe. Vous voyez qu'avec 44 tonnes, on a quand même un problème qui est un peu plus grave. Et on ne peut pas le neutraliser, on ne peut pas le capter. Et donc, la seule manière de résoudre ces émissions de gaz carbonique, c'est seulement faire des véhicules plus économes ou changer de motorisation. Et donc là, vous voyez qu'on est sur un problème qui est extrêmement lourd, qu'on ne fait que commencer à aborder. Et par rapport à la compréhension du changement climatique, les rapports scientifiques datent de 90, hein. Il a fallu 20 ans pour que le secteur automobile prenne le sujet réellement au sérieux. Et tout ça se double d'un problème énergétique. Et ce problème énergétique va nous conduire à un problème social. Le prix du pétrole, au début des années en 2000, était de 25 $ le baril. Maintenant, on tourne autour de 120 $ le baril. Vous voyez que ça a totalement changé, que on va encore augmenter au niveau du prix du pétrole, parce qu'on est à 120 $ le baril, en situation de crise économique mondiale. C'est-à-dire qu'au moment où il y aura une augmentation de la croissance économique dans le monde, les prix vont bien évidemment repartir à la hausse. Il ne vous a pas échappé que la population des pays industrialisés, fin du XXe siècle, c'était 1 milliard d'habitants. Europe, Amérique du Nord, ex-URSS, Japon. Et que là maintenant, il y a 3 milliards d'habitants qui sont dans des pays émergents, avec une classe moyenne qui est en train de se constituer, qui achète une petite automobile, qui va à une station-service et qui klaxonne. Moi aussi, je veux du pétrole. Et donc tout ça tire très fortement la croissance de la consommation mondiale de pétrole, qui l'année dernière a battu son record historique de croissance, et c'est pas la fin. Bon, et donc on a là une vraie difficulté. Alors, il faut globaliser ça. La dépense moyenne en énergie d'un ménage aujourd'hui en France, c'est de 2 500 €. Alors, 2 500 €, c'est le chauffage, gaz, pétrole, mais le prix du gaz est indexé sur le prix du pétrole, l'électricité pour les usages domestiques, et puis c'est la voiture, avec les situations de dépendance de la voiture qu'on en a décrit tout de suite. Bon, cette somme de 2 500 € va passer à 3 000 d'ici 2016, puisque la Commission de régulation de l'énergie a d'ores et déjà annoncé qu'on allait avaler une augmentation de 40% du prix de l'électricité d'ici 2016.
C'est-à-dire qu'on va rattraper le niveau de prix d'électricité de 1990 parce qu'il va falloir réinvestir massivement dans le secteur électrique. Et vous savez qu'on va avoir cette année un débat national sur l'énergie qui a été annoncé par le président de la République et il va falloir voir comment on va régler cette question-là. Donc vous voyez que 500 € d'augmentation de prix de l'énergie dans les quelques années qui viennent, dans le contexte de difficultés économiques et sociales qu'on connaît, ça va se sentir. Alors, une fois donc dressé ce portrait au niveau environnemental, il est utile de venir sur l'évolution du véhicule. Parce qu'il y a une tendance à l'intérieur des collectivités concentrées sur leurs compétences d'organisation des transports, mode doux et transport collectif, finalement de regarder la voiture comme un objet extérieur sur lequel, en fait, on n'a rien à dire, sauf à espérer qu'elle ne soit pas là. Bon. Et c'est un petit peu court comme manière de... Ou à créer du stationnement. Oui, oui, tout à fait. Alors, on assiste à une révolution en ce moment. Ça a mis du temps à venir, mais maintenant, les choses sont en train de bouger. Diversification des modes de transport, ça a été dit. Et alors, une transformation qui est extrêmement puissante, dans laquelle on n'est qu'au tout début, c'est le dépassement du rapport à la propriété. Compte tenu des problèmes que nous pose la voiture va changer, mais quelle est la grande innovation technique qui concerne la voiture? Ce n'est pas le moteur, ce n'est pas la batterie, alors là, il faudrait faire un cadeau à M. Daubonne, hein, c'est le smartphone. La grande innovation en matière de transport, c'est le smartphone. Alors, par rapport à la question de la multimodalité que vous posiez tout à l'heure, le smartphone ou la tablette, comme moyen de fluidifier la multimodalité, et la grande innovation en matière de transport aujourd'hui, c'est l'accès. Alors, il faut l'aider, on n'y est pas encore tout à fait, mais faire en sorte que l'habitant ait accès à une connaissance de l'ensemble des services de transport. Et on va arriver très vite dans cette décennie à la possibilité, avec votre smartphone ou votre tablette, d'avoir accès à un véhicule dans un délai d'1 quart d'heure par réservation de ce véhicule. Et à ce moment-là, c'est le rapport du XXe siècle à la bagnole qui est le rapport à la propriété qui est tout à fait déstabilisé. Alors, vous avez dans certaines villes aujourd'hui des expériences extrêmement intéressantes d'autopartage. La plus avancée, c'est la ville de Ulm, en Allemagne, et qui a un système d'autopartage à très, très grande diffusion. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat avec l'autopartage? Vous faites exactement le même service avec 5 fois moins de bagnoles. Donc 5 fois moins de places de stationnement. Hein? Donc voyez ce que ça représente. Alors, on est au début, il faut le dire entre nous sérieusement, d'une crise grave de l'automobile. Non pas seulement de la concurrence des producteurs étrangers, mais de changement du mode d'utilisation de la voiture. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Donc cet accouplement entre la voiture, la téléphonie, Internet et le GPS est en train de changer en profondeur le système de transport et donc dans une logique qui est une logique organisationnelle. Il faut d'ailleurs réfléchir à ce que c'est qu'une voiture. C'est l'un des gaspillages les plus ahurissants de notre société. Vous avez une machine extrêmement sophistiquée, et on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres qui ont été annoncés, qui ne fonctionne que 300 heures par an. Faites une comparaison entre le secteur automobile français et le secteur électrique. La puissance, alors je parle en termes énergétiques, la puissance sous le capot des bagnoles, sur l'ensemble du parc français, représente 40 fois la puissance du parc de production électrique d'EDF.
vous vous rendez compte? 40 fois. Mais une centrale électrique a quand même la délicatesse de travailler 6 000 heures par an, 6 000, 7 000 heures par an. La bagnole ne travaille que 300 heures. Bon. Et donc, l'une des voies d'optimisation, d'amélioration du fonctionnement de notre société, notamment dans le contexte de crise dans lequel on est, ça va être rationaliser l'utilisation de la voiture en rendant possible l'accès à la voiture, en faisant qu'une voiture, au lieu de fonctionner 300 heures par an, si on diminue par 5 le nombre de voitures, ça veut dire que la voiture elle va fonctionner 1500 heures par an. Donc vous voyez, vous diminuez considérablement l'investissement, vous diminuez l'encombrement urbain, et donc vous avez là une première mutation. La deuxième mutation, c'est d'un point de vue technologique, alors là, ça passionnait les gens qui lisaient les revues automobiles, on y voit maintenant clair sur quel est le destin de la voiture d'un point de vue technique. Un moteur électrique, ça a toujours été bien meilleur qu'un moteur à piston, un moteur thermique à combustion interne, qui est une machine compliquée qui tombe tout le temps en panne, alors qu'un moteur électrique, ça ne tombe jamais en panne. Donc ce n'est pas le moteur qui est le problème dans la voiture, c'est le stockage de l'énergie. Hein. Vous allez à une station-service, en 3 minutes, je dirais votre salon roulant, vous lui faites un plein qui lui permette de traverser le continent. Si vous voulez faire le même plein avec une batterie pour un véhicule électrique, il va vous falloir 8 heures. Donc 3 minutes, 8 heures. Le problème de la voiture, c'est le problème du stockage de l'énergie. Après ça, tout le reste, c'est simple. Bon. Et donc, comme on ne peut pas passer 8 heures à la station-service, que on a, depuis le début du 19e siècle, une énorme difficulté à résoudre ce problème du stockage de l'électricité. Hein. Ça fait 2 siècles qu'on cherche et qu'on ne trouve pas. Et donc, on fait des petits progrès, mais ce n'est pas des progrès très significatifs. Et d'un seul coup, il y a eu des gens qui se sont dit, mais on pose mal le problème. Le problème, ce n'est pas de remplir la batterie, c'est de la changer. Et donc, vous avez un partenariat en ce moment entre Renault et une boîte israélienne sur l'idée de déclipser les batteries de la voiture. Et on peut déclipser une batterie en 3 minutes. Et puis, c'est le garage qui la recharge. Lui, il la recharge toute la nuit. Ce n'est pas le problème. Et donc, je dirais, la messe est entendue. La voiture évolue vers la voiture hybride, avec de plus en plus d'hybridation. Et donc c'est Toyota qui a fait le chemin. Et puis sur les véhicules à destination urbaine, notamment par exemple ces véhicules d'autopartage, eh bien on va avoir des véhicules électriques avec des systèmes de rechargement, et puis on va avoir les stations-service qui vont se mettre à faire de la substitution de batteries. Donc on y voit clair sur le moyen terme, sur comment va évoluer la mobilité courte distance. On va vers l'électrique, alors donc pour la voiture individuelle et pour les camionnettes de livraison. Par contre, on n'a pas de solution du tout pour les transports longue distance. L'avion, le maritime, le camionnage longue distance, on n'a pas de solution de stockage de l'énergie en dehors d'un combustible liquide. Alors on pourra mettre un peu d'agrocarburant. D'ailleurs, il ne faut pas mettre des agrocarburants dans la bagnole parce que c'est mettre de la brioche à des cochons. Il faut mieux plutôt laisser ça sur les véhicules longue distance puisque c'est la seule alternative qu'on a pour le pétrole sur les véhicules longue distance. Donc vous voyez un petit panorama de comment les choses sont en train d'évoluer. Alors, il faut bien comprendre qu'on est dans une mutation très très forte, que notre secteur automobile, y compris national, va énormément souffrir dans cette mutation-là, qu'il n'a pas prévu, il n'a pas anticipé cette mutation, et que cette mutation, elle est absolument nécessaire par rapport à nos questions de résolution des problèmes et pétroliers et nos problèmes de changement climatique. Hein. Dans une agglomération comme celle-ci, on est entre 40 et 50% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent des transports. C'est le problème principal. Et puis, le pétrole alimente aujourd'hui les transports à 98%.
Et donc, on ne peut pas résoudre le problème du transport sans s'attaquer à cette question de la motorisation et du mode d'utilisation des véhicules. Alors derrière, vous avez beaucoup parlé déjà de la question de la multimodalité. Et alors là, vous avez une dimension sociale spécifiquement aggravée dans ce territoire qui va être liée au vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'on va voir arriver dans les décennies qui viennent, avec le vieillissement de la population, et ça a déjà été pointé tout à l'heure, toute une population, notamment dans la couronne rurale, qui va perdre l'accès à la voiture, et qui, perdant l'accès à la voiture, va rentrer dans une situation de très grand enclavement si on n'arrive pas à mettre en place des systèmes de transport à la demande, s'il n'y a pas une certaine flexibilité et une réduction des coûts du système de transport, et là, on va avoir une vraie difficulté. Donc avec un risque de segmentation de la population, d'inégalité territoriale sur cette population, avec un marquage social. On voit déjà dans les bus, vous retirez les scolaires, les femmes et les personnes âgées, vous avez là l'essentiel de cette population. Et rajouter donc ce vieillissement de la population, ça va nous mettre une difficulté à long terme. Alors, j'en ai presque terminé. Un point par rapport à la question de l'organisation spatiale telle que vous l'avez remarquablement montré tout à l'heure. Il y a aussi une approche qui est une approche extrêmement intéressante que je vais décrire en termes picturaux. On a eu, dans l'après-guerre, une vision cubiste de la ville. On faisait du zonage avec des carrés de couleur criarde sur des fonctions avec une conception de la ville qui est une conception vue d'avion, avec des belles taches et des belles couleurs, et les graphistes ont fait énormément de mal à la ville avec cette conception esthétique. Et maintenant, on est en train d'avoir une vision rasemote du côté du vivant, du côté du citadin, qui est une conception écosystémique de la ville, et qui, d'un point de vue pictural, se rapproche à du pointillisme d'un peintre comme Seurat. Un quartier doit être multicolore. Et il ne doit pas être rouge, vert, bleu, ou je ne sais quelle couleur sur les cartes urbaines. Et je pense que c'est vraiment très, très important d'avoir une vision de la fin du zonage, de la mixité, et cette mixité s'apparente au vivant. Un écosystème est riche de l'importance et de la diversité du vivant qu'il a en son sein. Et plus il a une biodiversité de son vivant, plus ce système est adaptatif. Et c'est le drame des quartiers de ZUP, où on a fait des quartiers monoactivité qui finalement ont coûté extraordinairement cher d'un point de vue social, d'un point de vue économique et donc d'un point de vue urbain globalement. Et vous voyez qu'on a là un changement majeur de conception. Alors un sujet qui n'a pas été abordé, c'est quand même la question de la réduction de la mobilité contrainte. Et là, encore une fois, on a des choses qui sont en train de progresser, notamment avec ces innovations que je mentionnais tout à l'heure, qui sont en train de bouleverser le transport, à savoir Internet, le téléphone et le GPS. C'est le télétravail, c'est la dématérialisation de l'accès aux services et aux démarches administratives, bancaires et autres. C'est la massification des livraisons par la capacité de donner des commandes à un camionneur qui est dans son camion et qui a sa liaison Internet, qui a sa liaison GPS et qui peut changer ses trajectoires. Vous voyez qu'on a là des gains d'efficacité qui sont tout à fait considérables. Donc en conclusion, et là il faut être clair, on ne peut pas résoudre la question des transports par la technologie sur les véhicules.
On ne peut pas non plus le faire sans aborder la question de l'organisation spatiale du territoire. On ne peut pas, notamment en combattant l'étalement urbain, on ne peut pas résoudre la question des transports seulement par des changements d'énergie. On ne peut pas le faire sans éviter l'amélioration des comportements individuels, que ce soit dans le choix des véhicules. Pourquoi on achète des bagnoles qui peuvent faire du 220 km/h alors qu'on n'a pas le droit d'aller à plus de 130? Vous voyez le gaspillage financier que ça constitue, sachant que tous les gens qui ont un GPS, qui ont un ordinateur de bord, savent très bien qu'en moyenne de circulation, on fait du 55 à l'heure, et que la vitesse qu'on fréquente le plus avec une bagnole, c'est le 50 à l'heure, c'est le boulevard urbain, et que la voiture n'est pas optimisée par rapport à cette vitesse-là. Bon, donc on a là un ajustement tout à fait considérable, les comportements de conduite aussi, avec, il faut bien le comprendre sur ces questions-là, des enjeux sociaux croissants. On a une croissance faible, on ne peut pas augmenter facilement le revenu des gens, donc peut-être qu'on peut diminuer leurs dépenses. Oui, et d'ailleurs, par rapport à la dimension sociale que vous évoquiez, en la tournant vers l'avenir et la question de la pyramide des âges et du vieillissement de la population, moi, ce qui m'a frappé, je ne l'ai pas découvert ce matin, mais la première fois où Agnès Descamps m'a montré les résultats de l'enquête ménage, c'est ce qui était rappelé tout à l'heure sur les demandeurs d'emploi sans voiture qui cherchent pour 71% d'entre eux un emploi dans leur commune ou la commune voisine, quand on sait la réalité du tissu communal du Grand Amiénois. C'est-à-dire, je parle de mémoire, 65% des communes de moins de 500 habitants. Oui, c'est ça oui, mais alors, là, ce que vous dites pose un problème, c'est que on parle toujours de plan urbain. On ne parle jamais de plan rural. Si on ne veut pas, pour des raisons telles qu'elles ont été exprimées tout à l'heure, éviter l'étalement urbain. Si on considère que sur la grande couronne de l'agglo, c'est quand même pas ce qu'il faut faire de multiplier des implantations pavillonnaires, des quartiers pavillonnaires supplémentaires. Si on veut avoir un équilibre politique à l'intérieur du territoire, et qu'on ne veut pas, encore une fois, faire du pavillonnaire à l'extérieur. Ça veut dire qu'il doit y avoir un accord politique sur le fait de maintenir la vitalité des commerces, des services publics, de l'offre d'emploi dans les communes de la Grande Couronne. Hein, on ne peut pas retirer l'habitat et ne rien proposer aux communes rurales. Et donc là, vous voyez, il y a toute une dimension plan rural dans une finalité économique qui est absolument indispensable à l'équilibre et qui permettra d'éviter ces situations d'enclavement et des populations avec les taux de chômage qu'on a dans notre pays aujourd'hui, et puis la population vieillissante qui, si elle perd accès aux services publics, qu'elle perd accès au commerce, qu'elle perd accès à toute une série de fonctions, on va se retrouver avec des gens qui vont regarder la télé tous les jours en sortant plus de chez eux, ce qui n'est quand même pas une manière de vivre ensemble. Bon, nous verrons à peine plus tard si le schéma de cohérence territoriale du Grand Amiénois peut correspondre au plan rural que vous évoquez. Monsieur Radan, vous avez beaucoup évoqué le mot multimodalité, donc mode.